Bonsoir, je suis Irène Picaud-Philippe, présidente de l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Je vous souhaite à tous, vous participants de ce e-salon, la bienvenue. Depuis plus de 20 ans, la FPRIC organise des salons autour de la date du 12 octobre afin de célébrer la journée mondiale de l'arthrite. Et pour la troisième année, il s'agit d'un salon digital que nous vous proposons ce soir avec toute la semaine des conférences en ligne de lundi à vendredi à 18h30 et samedi une conférence à 11h30. Samedi, vous pourrez également participer à des ateliers en ligne afin de découvrir des techniques de bien-être et de faire le plein de conseils et astuces pour vous aider à bien vivre avec votre maladie au quotidien. Et puis cette année, nous sommes très heureux de vous proposer également à nouveau des salons en présentiel en région. 7 salons, après Lavencenot, Marseille, Bourges et Lille. Vous pourrez aller au salon de Montpellier ce mercredi 12 octobre, ce samedi 15 octobre au salon de Mulhouse. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous accueillir dans ma délégation du Finistère le 22 octobre au salon de Quimper. Vous pouvez encore vous inscrire, il est encore temps de vous inscrire sur notre site www.polyarthrite.org. Le salon de la polyarthrite est organisé par les équipes salariées de la FPRIC et par des bénévoles. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour remercier tous ceux qui contribuent tout au long de l'année aux actions de notre association avec beaucoup d'énergie, de cœur, d'engagement pour accompagner les malades et leurs proches dans leur parcours avec la maladie. Ce salon est placé sous le haut patronage de Emmanuel Macron, président de la République française. Il est également parrainé par le ministère de la Santé et de la Prévention et par la Société française de rhumatologie, dont j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le président en la personne du professeur Roux, avec qui je lance l'ouverture de ce e-salon. Bonsoir, professeur Roux. Bonsoir madame, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ici effectivement au nom de la Société française de rhumatologie. Vous savez à quel point nous sommes partenaires, à quel point nous comptons sur les associations de patients pour faire passer un certain nombre de messages. Nous avons émis un certain nombre de recommandations justement sur les traitements auxquels les associations de patients ont largement participé et ont permis d'améliorer non seulement le niveau scientifique mais aussi la possibilité de pénétration et d'application de ces recommandations, donc notre partenariat est essentiel. Je vous remercie pour votre présence et à travers vous, tous les rhumatologues qui participent à nos actions. À la FPRIC, comme vous venez d'en faire mention, nous croyons à la complémentarité de notre association et des professionnels de santé. En 2021, nous avons réalisé une enquête sur l'impact du Covid-19 sur les personnes souffrant de rhumatisme inflammatoire chronique. Nous avons eu 1362 répondants à cette enquête et pour 68% d'entre eux, la FPRIC a complété les informations du rhumatologue et pour 39% d'entre eux, la FPRIC a même été la principale source d'informations sur le Covid-19 en lien avec les rhumatismes inflammatoires chroniques. La collaboration entre notre association et la Société française de rhumatologie est d'autant plus essentielle dans le contexte actuel de dégradation du système de santé, qui se traduit par une pénurie croissante de soignants, que ce soit à l'hôpital, en ville, en milieu rural, en milieu urbain, avec pour conséquence un allongement des délais de rendez-vous et parfois jusqu'à une perte de chance pour certains malades. C'est pourquoi il est vraiment nécessaire pour la FPRIC et la Société française de rhumatologie de travailler ensemble sur ces problématiques. Et la présence du professeur Roux avec nous ce soir nous encourage à continuer à œuvrer en partenariat.
Professeur Roux, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce partenariat entre la SFR et la FPRI? Non, j'insiste à nouveau à quel point c'est important. Les recommandations sont en ligne, vous nous aidez à les diffuser. C'est vraiment très important que nous puissions faire ça de manière à élever le niveau d'information. Je crois que nous sommes société savante, association de patients, là pour lutter contre un certain nombre de fake news et autres rumeurs circulant de manière parfois très appuyée, avec des comportements parfois délétères. Et je suis très heureux que nous puissions, grâce à vous, faire passer des messages positifs avec les aléas de la science, avec ce que l'on sait, avec les certitudes, aussi avec nos doutes. Mais en tout cas, nous n'allons pas participer, vous comme nous, à la diffusion de certaines fausses nouvelles. Nous allons nous y employer au cours de ce salon, bien entendu. Merci beaucoup, professeur Roux, et merci à la Société française de rhumatologie. Merci à vous pour votre soutien. Dès maintenant, vous pouvez poser vos questions par écrit en utilisant le chat. Attention, si vous êtes en mode plein écran, vous pouvez ne pas accéder au cadre qui permet de rédiger les questions. Aussi, je vous invite dans ce cas à quitter le mode plein écran pour envoyer vos questions. Professeur Roux, vous exercez comme rhumatologue à l'hôpital Cochin. Vous allez donc pouvoir répondre à notre question. Y a-t-il des traitements pour tous les RIC? Oui, encore une fois, merci beaucoup pour cette invitation qui va me permettre d'essayer de répondre à cette question. Si je peux avoir la première diapositive. Votre question était effectivement, existe-t-il des traitements pour tous? Je voudrais commencer par mes liens d'intérêt, comme il se doit dans toutes les conférences publiques, en insistant sur le fait qu'aucun ne correspond au traitement des rhumatismes inflammatoires. Donc la question posée était des traitements pour tous, et si vous permettez, madame, je vais commencer par répondre certainement oui, mais essentiellement pour chacun. C'est-à-dire que le patient doit prendre en charge sa maladie, la comprendre, la maîtriser, participer à son traitement grâce à une meilleure connaissance, et le salon que vous organisez en est évidemment une preuve éclatante. Il est très important de comprendre ce qu'on a, de comprendre ce qu'on reçoit, de façon à avoir un dialogue et un échange avec son praticien. Je rappelle toujours qu'une ordonnance n'est pas quelque chose que l'on ordonne, mais quelque chose que l'on partage. Il faut donc vraiment que le patient soit informé au mieux, de manière à ce que son traitement soit mieux compris, à la fois dans son moment d'administration, dans sa dose et surtout dans les choix. Parce que vous allez voir, nous avons beaucoup de traitements et nous avons beaucoup de chance en rhumatologie de disposer d'un très grand nombre de traitements pharmacologiques possibles. Mais il ne faut jamais oublier qu'on va traiter un rhumatisme inflammatoire et au-delà d'un rhumatisme inflammatoire, non pas une maladie, mais un malade ou une malade qui a ses propres facteurs de risque, qui a ses propres complications extra-articulaires, qui a ses propres comorbidités, son histoire médicale, et tout ça va nous guider dans le choix le plus approprié de façon à faire un traitement individualisé. Vous allez voir, je vais avoir l'occasion de parler de beaucoup de molécules, bien entendu, mais il faut toujours se rappeler que la molécule qui correspond à Madame Dupont est faite et est quasiment designée pour elle. Elle ne s'applique pas forcément à Madame Durand. Il faudra faire très attention aux comparaisons que les patients peuvent faire entre eux. Et je sais que ces salons sont l'occasion de beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, etc. Donc, c'est pour ça que je tiens à insister sur cette introduction d'emblée. Un rhumatisme inflammatoire, c'est un puzzle qui fait intervenir 3 éléments dont le poids peut être différent d'un patient à l'autre et que l'on va considérer, bien entendu. Le premier élément, il est génétique. Le deuxième élément, c'est un événement extérieur, c'est l'environnement. Et le troisième élément, c'est le système immunitaire. Le désordre dans ces éléments, l'anomalie génétique, l'événement extérieur vont intervenir avec un poids qui peut être différent, mais nous allons le prendre en compte dans notre stratégie. Alors, la génétique, j'insiste d'emblée sur le fait qu'il n'y a pas d'automatisme diagnostique basé sur la génétique. Ce n'est pas vrai qu'on fait une spondylarthrite parce qu'on a un HLA B27. Ce serait beaucoup trop facile d'avoir ainsi ce genre d'équivalence. Ce n'est pas vrai, puisque sur ce terrain génétique, va intervenir un événement extérieur, une bactérie, une infection. Je vais prendre un exemple
tout à l'heure, bien entendu, événement extérieur qu'il n'est pas toujours facile de déterminer, mais qui peut être très important lorsqu'on peut agir sur lui. Et puis enfin, il y a le désordre immunitaire qui va être mieux compris, qui est de mieux en mieux compris, et qui va pouvoir être en quelque sorte disséqué de manière à établir des cibles thérapeutiques. Alors je prends un exemple, je vais parler ce soir bien entendu surtout de la polyarthrite rhumatoïde et des spondylarthropathies, mais pour la polyarthrite rhumatoïde, je voudrais donner cet exemple comme, même s'il est un peu simpliste, qui permet de comprendre le raisonnement que nous allons faire. Ce que nous voulons éviter, c'est en bas à droite. Tout le monde a bien compris que nous voulons absolument éviter toutes les destructions du cartilage, des articulations, de l'os qui rendent les mains dans cette situation, et je sais que malheureusement un certain nombre de gens qui nous écoutent peuvent éventuellement reconnaître leurs mains sur cette photographie. Pour les éviter, nous allons remonter au bleu, c'est-à-dire sur les phénomènes immunitaires inflammatoires de l'organisme qui va générer ces anomalies et qui vont être responsables de ces destructions. Et donc on va remonter encore d'un étage pour la première ligne. Vous voyez que j'ai mis en parallèle le terrain favorisant. C'est vrai que on a plus de chances, si je puis dire, de faire une polyarthrite quand on est une femme plutôt que comme un homme, que quand on est un homme. Et puis la génétique avec des marqueurs très particuliers. Chacun comprendra bien que ce ne sont pas des éléments sur lesquels on peut agir, donc on le garde dans sa tête dans la démarche diagnostique, mais ça ne va pas être un élément important dans la décision thérapeutique. Ce qui n'est pas le cas sur la partie gauche lorsqu'on identifie par exemple l'intoxication tabagique. Il faut répéter à quel point l'intoxication tabagique est un facteur sans doute déclenchant et certainement aggravant dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde. Donc votre médecin, quand il va parler de thérapeutique, il va parler d'environnement. Ce n'est pas seulement pour faire le laïus habituel de tous les docteurs sur « il faut arrêter de fumer », c'est parce que nous avons des preuves que l'intoxication tabagique est un facteur aggravant le pronostic de la polyarthrite rhumatoïde. Donc quand on parle de traitement, j'entends bien qu'on ne va pas parler seulement de traitement pharmacologique, mais voilà typiquement une action thérapeutique extrêmement importante à mettre en place. Bien entendu, nous ne le ferons pas avec nos patients au cours de la première consultation. On a beaucoup de choses à expliquer, beaucoup de choses à dire, c'est très complexe. Mais petit à petit, c'est un élément qui va apparaître comme tout à fait essentiel. Je voudrais donner un deuxième exemple, qui est celui de la parodontite, maladie extrêmement fréquente, à bien distinguer de la gingivite. Donc avoir des gencives rouges un peu gonflées, bon d'accord, ça s'appelle une gingivite, mais je voudrais parler d'une maladie bucco-dentaire beaucoup plus importante pour ce qui nous concerne ici, qui va concerner non seulement la gencive, mais aussi la dent, l'os, etc. Vous avez peut-être une parodontite, peut-être que votre dentiste vous a parlé de parodontopathie. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Eh bien parce que la parodontite est liée en grande partie à une bactérie qui porte le joli nom de Porphyromonas gingivalis, et cette bactérie, malheureusement, dispose d'un équipement enzymatique qui va lui permettre de modifier certaines protéines qui vont devenir des cibles pour le système immunitaire. Et c'est ainsi que, à partir d'une photographie de la bouche, je vais vous amener au risque de polyarthrite rhumatoïde par l'intermédiaire d'un système enzymatique puis d'un système immunitaire complexe. Vous voyez, pour le tabac, pour la parodontite, on a des actions qui sont des actions de santé publique, arrêter de fumer, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. On va pouvoir agir aussi par l'intermédiaire de régimes en suggérant l'augmentation de l'apport en oméga 3 pour certains patients sur une période limitée de quelques mois, par exemple. On a ainsi des facteurs d'environnement qui sont des traitements adjuvants, des traitements pharmacologiques, mais qui sont très importants. Moi, je crois beaucoup qu'il faut entourer la prescription, une fois qu'elle est comprise et bien expliquée, de ces éléments d'environnement qui participent à une prise en charge globale de la maladie, mais aussi du patient. Et ma perception est que les patients croient finalement plus à l'intérêt de notre prescription pharmacologique quand on l'a entouré d'une explication sur les facteurs d'environnement sur lesquels ils vont avoir leur propre rôle, sur lesquels le patient va être acteur et sur lesquels on va simplement les accompagner. Et je crois qu'il y a un moment dans la consultation où on doit dire aux gens ça, c'est le traitement que je vous prescris pour telle et telle raison. Vous n'y touchez pas sans m'en parler. À l'inverse, vous allez vous prendre en charge et voilà ce que vous pouvez faire pour vous-même et pour votre maladie.
Alors une fois qu'on a parlé de l'environnement, on va parler du système immunitaire. Cette diapositive est totalement incompréhensible et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est parce qu'elle résume, si je puis dire, la totalité des mécanismes, enfin même pas la totalité d'ailleurs, une partie seulement, des mécanismes du système immunitaire. Alors on va y retrouver les grands traits de ce que je viens de dire. Vous voyez tout en haut, peptides citrullinés. Ce mot un petit peu compliqué signifie protéines modifiées par une action enzymatique. C'est ça que le tabac fait, c'est ça que les bactéries de la bouche peuvent faire, c'est modifier certaines protéines de façon à les citruliner. Et ce joli mot de citrulination, en fait, c'est pas bon du tout parce que ça va provoquer des modifications des protéines que le système immunitaire va reconnaître. Ce système immunitaire, ce sont les lymphocytes. Vous savez bien que parmi les globules blancs, il y a des lymphocytes T et B. Le LB que vous voyez à droite, les lymphocytes B sont ceux qui produisent des anticorps. Ces anticorps, vous en avez tous entendu parler, c'est le facteur rhumatoïde, les anticorps anti-CCP, qui sont des marqueurs de la maladie rhumatoïde. Et puis les lymphocytes T vont produire des cytokines. Vous avez tous en tête interleukine 1, interleukine 6, interleukine 17, 23, etc. La famille est très longue, le TNF bien sûr, et tous ces éléments-là, comme vous pouvez vous en douter, sont des cibles thérapeutiques importantes. Et enfin, la troisième partie de la diapositive, c'est cette espèce d'arc que vous voyez en bas à gauche et qui vous illustre le fait que l'inflammation, ce n'est pas seulement douloureux et néfaste pour les articulations, pour le cartilage, mais c'est aussi néfaste pour un certain nombre de tissus de l'organisme qui sont l'os, les vaisseaux, le tissu gras, le tissu articulaire et d'autres encore, qui vont subir et qui vont être les victimes de l'inflammation chronique. Et donc, cette diapositive, vous voyez, dont je n'ignore pas la complexité, bien entendu, elle est faite pour ça. Elle est faite pour expliquer que la complexité du système fait qu'il serait trop simple de penser que l'on n'a qu'une maladie articulaire. Il faut bien comprendre que cette inflammation excessive et ce désordre immunitaire va agir sur toutes sortes de cibles. Et dans notre réflexion thérapeutique, nous avons ces cibles aussi dans notre ligne de mire. Alors, je vais vous donner juste un exemple qui est un focus sur une partie de cette diapositive en bas à gauche. C'est le lien, qui peut vous paraître curieux, entre le système immunitaire et le système osseux. L'observation de nos patients montre qu'il y a plus d'ostéoporose chez les patients qui ont un rhumatisme inflammatoire. Mais en réalité, nous avons constaté avec nos collègues pneumologues, gastro-entérologues, dermatologues, etc., que tous les patients ayant une maladie inflammatoire, une bronchite très chronique, une colite inflammatoire et d'autres vont être exposés au même risque d'ostéoporose que nos rhumatismes inflammatoires. Autrement dit, c'est bien l'inflammation générale qui est responsable de cette situation. Et le mécanisme est expliqué de manière assez simple sur cette diapositive, bien que ce soit évidemment un peu plus complexe que cela, mais je voudrais bien vous montrer qu'il y a un lien entre ces fameux lymphocytes, macrophages, etc., et les cellules osseuses. Alors, je vous ai montré là un ostéoclaste, une cellule pas du tout sympathique, avec des capacités enzymatiques terribles et capables de résorber l'os. Et c'est cet ostéoclaste qui va faire la résorption périarticulaire. Vous savez, cette fameuse déminéralisation en bande que l'on observe au début de la polyarthrite, qui va ensuite se transformer en érosion, mais aussi par une stimulation globale du système osseux en ostéoporose. Et donc, cette diapositive tente de vous expliquer que le traitement de l'inflammation a bien sûr pour objectif de vous soulager, d'apporter un meilleur pronostic à la maladie, d'en limiter toutes les complications, mais pas seulement sur les articulations. C'est un point extrêmement important à comprendre. L'inflammation est néfaste pour les muscles, le cartilage, l'os, la peau, etc. Et on va avoir besoin de traitements anti-inflammatoires particulièrement puissants. Alors, une fois qu'on a posé cette base de réflexion, on peut rentrer un peu plus, si vous voulez, dans les grands principes du traitement. Je ne vais évidemment pas faire ici de consultation, il s'agit d'expliquer le raisonnement. En deux parties, la polyarthrite rhumatoïde, et puis je parlerai de la spondylarthropathie, des spondylarthropathies plus tard. Le problème de la polyarthrite rhumatoïde, c'est d'abord d'en faire le diagnostic. Ce que je dis est une évidence. J'espère que vous avez la chance d'être suivi par des rhumatologues. Beaucoup d'études ont montré que lorsque le délai diagnostique est retardé, le pronostic est moins bon. Ce qui signifie qu'un des messages importants, c'est vraiment de faire passer l'alerte sur vous avez des gonflements des articulations des mains et des poignets
avec des douleurs nocturnes, avec des difficultés à vous servir de vos mains le matin depuis quelques jours ou semaines, il faut immédiatement voir un rhumatologue. C'est pas une urgence médicale, mais en tout cas, c'est un moment très privilégié de mise en route de traitement qui va permettre ensuite d'éviter des complications à long terme. Une fois le diagnostic posé, il faut débuter immédiatement 2 types de traitements. Le premier, c'est pour ça que vous venez à la consultation, c'est le traitement des symptômes, traitement de la douleur. Docteur, j'en peux plus, je ne veux plus avoir mal. Et bien entendu, on va donner ce qu'il faut pour que vous n'ayez plus mal, les antalgiques et souvent de la cortisone, je vais y revenir après. Mais il faut bien comprendre que ce traitement serait vraiment cautère sur jambe de bois si on n'introduit pas immédiatement le traitement de fond. Il ne peut pas y avoir de bons pronostics s'il n'y a pas de traitement de fond. Il faut d'emblée bloquer cette espèce de bouillonnement immunitaire que je vous ai montré sur la diapositive précédente. Il faut que ces cellules arrêtent de travailler, il faut que ces cytokines arrêtent d'agresser l'ensemble des tissus, il faut donc un traitement de fond d'emblée. Il ne faut pas le retarder. Et ce traitement de fond sera un traitement chimique, un traitement qu'on connaît depuis des dizaines d'années, que l'on maîtrise parfaitement, et en plus, nous avons la chance en rhumatologie de pouvoir donner des doses extraordinairement faibles. C'est le méthotrexate. Alors faites bien attention, quand vous allez sur Internet, le méthotrexate, c'est le méthotrexate des chimiothérapies, méthotrexate des leucémies, méthotrexate des cancers de l'enfant, avec des horreurs qui sont décrites à ce moment-là. Nous ne parlons pas des mêmes doses, nous ne parlons pas de la même façon d'administrer. Nous avons, nous, des doses très faibles, 0,3 mg par kilo, une seule fois par semaine, et ce traitement va être rapidement efficace, je vais y revenir. Lorsqu'il ne peut pas être donné, lorsqu'il y a des contre-indications, il y a d'autres traitements chimiques possibles qui sont indiqués sur cette diapositive. Mais vous voyez, la première chose, c'est d'emblée, on fait le diagnostic très vite, on soulage le patient au plus vite, corticoïdes par voie systémique ou par infiltration à voir, et on commence tout de suite un traitement de fond. Il ne faut pas perdre de temps, c'est le moment clé de l'évolution de la polyarthrite. Et l'objectif, c'est bien sûr de mettre le patient en rémission. On doit vivre sans douleur articulaire, on doit vivre sans avoir de destruction. Lorsque la rémission est obtenue, eh bien, dans le suivi, on va envisager de modifier les doses, etc. Ça, c'est de la cuisine après avoir réglé votre rhumatologue. En revanche, si au bout de 3 mois, la rémission n'est pas obtenue, vous devez absolument bénéficier d'une deuxième ligne thérapeutique. C'est au début, encore une fois, que les choses vont se jouer. Donc voilà, à grands traits, le principe du début du traitement de la polyarthrite rhumatoïde. La cortisone. La cortisone, c'est un médicament merveilleux. C'est extraordinairement efficace, et le plus bel hommage que l'on puisse lui rendre, c'est certainement ce tableau peint par Raoul Dufy, qui tenait tellement à rendre hommage à la cortisone, qui lui permettait de peindre, et qui lui permettait simplement de tenir ses pinceaux. Voilà les mains de Raoul Dufy. Je pense que vous reconnaissez ses toiles, vous reconnaissez son style, vous imaginez la difficulté qu'il a eue à tenir ses pinceaux. Il a pris des doses massives de cortisone, il en est mort, puisque Raoul Dufy est mort d'une complication de la corticothérapie. Et après vous avoir dit à quel point c'est un traitement merveilleux, l'idée c'est que vraiment il soit utilisé à la dose la plus faible possible. La cortisone peut être utilisée dans la polyarthrite rhumatoïde à condition de ne pas dépasser 0,1 mg par kilo. Si vous pesez 60 kg, c'est 6 mg maximum. Si vous pesez 50 kg, c'est 5 mg par jour maximum. Dans ce contexte-là, il n'y a pas à redouter les effets de la cortisone, mais rien n'est pire que la cortisone miraculeuse, 20, 30, que sais-je, 50 mg par jour. Certes, ça va être très efficace, mais quelle catastrophe après? L'ostéoporose, la cataracte, la fonte musculaire, les fractures, bref, toutes les horreurs possibles. Donc la cortisone, oui, à dose extrêmement faible, 0,1 mg par kilo. C'est la dose que vous devez avoir. Si aujourd'hui, certains qui nous écoutent ont une polyarthrite avec 20 mg de cortensile, c'est que soit c'est pas une polyarthrite, soit le traitement de fond n'est pas bien adapté. Et vraiment, ce traitement de fond a pour objectif de laisser la cortisone à cette dose minimale afin que vous ne subissiez pas les conséquences qu'a connues malheureusement Raoul Dufy. Le méthotrexate, je l'ai dit, c'est la base. C'est la base.
La plupart des polyarthrites peuvent bénéficier de ce traitement avec une grande efficacité. Il est connu depuis très longtemps. On sait absolument tout sur ce médicament. Il est donné, je vous le rappelle, de manière hebdomadaire. S'il est donné à jour fixe, il peut se donner par voie orale. À titre personnel, je préfère la voie sous-cutanée, peut-être un peu plus contraignante, mais en tout cas, on est beaucoup plus sûr de la dose que l'on administre et on est ainsi beaucoup plus sûr de l'efficacité. Et d'ailleurs, dans un grand nombre de cas, le passage de la voie orale à la voie sous-cutanée permet de régler le problème. On a une rémission partielle sous forme orale, on passe à la voie sous-cutanée et très vite, on arrive à une rémission complète, c'est exactement ce qu'il faut faire, bien entendu. On l'associe à de l'acide folique. Alors, une chose très importante, très importante, c'est le moment d'efficacité. Quand vous commencez le méthotrexate, il va être efficace en 4 à 6 semaines et on se donne au maximum 3 mois pour en juger de l'efficacité. Donc, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que quand vous le prenez, le lundi, ne vous attendez pas à aller mieux le mardi. Il va falloir plusieurs semaines pour que ce médicament chimique puisse agir sur ces cibles. Et la deuxième chose à l'inverse, c'est que lorsque vous l'arrêtez, il restera efficace encore pendant 4 semaines, peut-être un mois, peut-être un petit peu plus. Donc, ne jouez pas à ça, parce qu'à un moment, son efficacité va s'arrêter, bien entendu. Donc, c'est un traitement de fond, c'est un traitement très efficace qui va être pris pour de longues périodes. Il y a une surveillance biologique. Aujourd'hui, on surveille en particulier la fonction hépatique par une prise de sang que l'on fait de façon rapprochée au début, puis de façon plus espacée, mais elle est obligatoire. Et puis, l'avantage de ce traitement, c'est qu'il peut être associé à la deuxième ligne, si elle est nécessaire. Alors, cette deuxième ligne, nous avons beaucoup de molécules. Voilà une très belle illustration de la recherche et des conséquences et des applications de la recherche scientifique dans le domaine de l'immunologie et de la rhumatologie. Vous vous souvenez cette diapositive incompréhensible tout à l'heure? Eh bien, sachez que sur chacune de ces flèches, on peut mettre une antiflèche. Donc, on va pouvoir bloquer le TNF, on va pouvoir bloquer les cytokines, on va pouvoir bloquer les cellules productrices d'anticorps, on va même pouvoir rentrer dans le mécanisme plus intime par les inhibiteurs des kinases, les fameux JAK inhibiteurs, qui sont aujourd'hui des molécules chimiques qui vont pouvoir aller bloquer certaines enzymes qui elles-mêmes déclenchent, participent largement aux dégâts dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, bien entendu, vous pouvez avoir une de ces molécules. Les choix vont dépendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, du profil de votre maladie, des complications de votre histoire médicale. Laissez votre rhumatologue choisir la première intention, la deuxième intention éventuellement, si vous en avez besoin. Ces thérapies ciblées incluent les biosimilaires. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu des discussions sur le coût de ces molécules. Donc aujourd'hui, on peut utiliser les biosimilaires dont l'efficacité clinique est tout à fait comparable. Elles peuvent se faire en intraveineux, en sous-cutané avec des espacements variables. Les inhibiteurs de JAK comprimés chimiques peuvent se donner, molécules chimiques, pardon, peuvent se donner en comprimé aujourd'hui. Le délai d'action est rapide. On a des effets assez spectaculaires, parfois en moins d'1 mois. Dans tous les cas, on se donne 3 mois avant d'évaluer quoi que ce soit et avant de réfléchir à une éventuelle résistance au traitement. Enfin, vous voyez, 3 mois, ça reste quand même assez rapide. Je rappelle que, encore aujourd'hui, la prescription initiale de ces molécules doit se faire à l'hôpital. C'est quelque chose qui va peut-être changer dans les prochains mois, mais pour l'instant, la prescription initiale est hospitalière, car il y a un certain nombre d'examens qui sont obligatoires avant la mise en route de ces molécules. Et le résultat doit être à la hauteur de ce qu'elles représentent. Nous devons être exigeants, c'est-à-dire rémission complète. L'objectif de tous ces thérapeutiques, c'est bien entendu d'empêcher la destruction et les anomalies structurales, ce qui passe par la mise en rémission complète de l'inflammation. Donc en pratique pour vous, ne plus avoir mal, ne plus avoir d'articulation gonflée, ne plus avoir de raideur matinale. Ce sont des objectifs que vous pouvez percevoir vous-même et dans un certain nombre de cas, dans le service dans lequel je travaille par exemple, nous avons donné l'habitude à nos patients de mesurer eux-mêmes leur degré d'inflammation, d'être capables d'examiner eux-mêmes leurs articulations, d'être capables ainsi de nous alerter sur ça marche pas bien, ou au contraire, c'est spectaculaire, et j'arrive à la consultation, j'explique à mon rhumatologue que je n'ai plus d'articulation douloureuse, je n'ai plus d'articulation gonflée, ma CRP est normale, et tout va très bien. C'est bien entendu l'objectif, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de tant de molécules.
Alors, je vais passer maintenant un peu plus vite sur les spondylarthropathies, qui est un autre type de rhumatisme inflammatoire. Les mécanismes ne sont pas les mêmes. Et je voudrais insister sur le fait que dans les spondylarthrites, là aussi, on arrive à disséquer la maladie, son expression, ses complications, et grâce à ça, nous allons avoir les médicaments les mieux ciblés. Donc les spondylarthrites, ce sont des douleurs inflammatoires, essentiellement de la colonne vertébrale, les fameuses lombalgies qui réveillent la nuit, qui en raidissent le matin de façon très importante, etc. Mais il peut y avoir aussi des manifestations périphériques, des articulations gonflées. Et puis il peut y avoir quelque chose de très particulier et d'extrêmement douloureux dans cette maladie, ce sont les anthésites, c'est-à-dire l'inflammation de la zone d'insertion du tendon dans l'os. Le moment où le tendon pénètre dans l'os, puisque le muscle, pour se contracter, a besoin d'une attache, un ancrage très fort. Cet ancrage s'appelle l'anthèse. Cette anthèse peut être inflammée. Ça fait très très mal et c'est la base de certaines spondylarthrites. Et puis ces spondylarthrites vont s'associer à d'autres manifestations inflammatoires dans l'œil, l'uvéite, dans l'intestin, les entérocolites, la peau, le psoriasis. Alors pourquoi je dissèque comme ça? C'est parce que vous allez voir que lorsque l'on est amené à donner des molécules plus ciblées, des molécules peut-être plus complexes, bref, des biothérapies, il va falloir d'abord bien définir le profil de cette maladie particulière dont souffre le patient, de façon à lui donner le meilleur traitement possible. Et donc on va avoir le choix, et ce choix, vous le savez, va dépendre aussi de la gravité de la maladie, de l'existence éventuelle de traitements antérieurs. Est-ce que ces traitements antérieurs ont été efficaces? Est-ce qu'ils ont été un échec? Pourquoi? Des caractéristiques du médicament, des comorbidités, du choix du patient, et puis des recommandations que nous pouvons bien entendu recevoir de la Haute Autorité de Santé. J'ai mis en bas à droite le prix. Nous avons la chance d'être dans un système de santé dans lequel ceci n'est pas mis en avant. Vous savez comme moi que dans d'autres pays, c'est un élément très important du choix. Et c'est pas parce que nous avons cette liberté qu'il faut réclamer, entre guillemets, pardon pour cette expression, mais réclamer des traitements. Si votre médecin vous dit que vous n'en avez pas besoin, que la douleur est liée à une autre hypothèse, eh bien, sachez bien que ce prix, il l'a en tête, mais que ce n'est pas ça qui va être le principal déterminant de son choix. Dans l'immense majorité des cas, les spondylarthrites peuvent être soulagés par des anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est une caractéristique de cette maladie, c'est l'efficacité souvent spectaculaire des anti-inflammatoires. Alors, j'insiste, je vous prie de m'excuser, j'insiste sur le fait que ces anti-inflammatoires doivent être pris à la bonne dose et au bon moment. Je vais dire une chose simple. Si vous prenez 50 mg de diclofénac le matin en vous levant dans une spondylarthrite, et que vous souhaitez être soulagé de vos douleurs nocturnes tellement handicapantes qui vous réveillent systématiquement, vous n'avez aucune chance. La probabilité que vos 50 malheureux milligrammes de diclofénac pris à 8 heures du matin vous protègent la nuit suivante à 4 heures est nulle. Donc les anti-inflammatoires, c'est le plus tard possible, à la dose la plus appropriée, jugé sur les réveils nocturnes. Et ça, c'est très important. On entend trop souvent ma collègue, ma copine, ma cousine, etc. m'a dit qu'il faut prendre les anti-inflammatoires en mangeant. Bon, sauf que si vous le prenez à 19h30 ou à 20h, la probabilité qu'il vous soulage à 4h du matin est nulle. Donc j'insiste vraiment, il faut prendre quand on a une maladie inflammatoire de type spondylarthrite, l'anti-inflammatoire est le traitement de base. Il faut le prendre à la bonne heure et à la bonne dose. Par ailleurs, la règle, c'est d'en essayer plusieurs, car pour des raisons un peu inexpliquées, je dois dire, certains patients sont sensibles à un anti-inflammatoire et pas à l'autre. Certains vont nous dire, il n'y a que le traitement A qui fonctionne. J'en ai essayé plein, il n'y a que celui-là, est-ce que je continue? Bien sûr que oui. Et puis dans les formes périphériques, on peut faire des infiltrations. Je vous ai mis à droite l'ensemble des éléments qu'on va reprendre au cours de la consultation, l'éducation sur la maladie et les traitements, l'information sur les différentes gestes à faire ou à ne pas faire, les exercices qu'il faut suivre. Par exemple, si on a une spondylarthrite avec un risque d'enraidissement du dos, il faut savoir faire le sphinx, c'est-à-dire il faut être capable de se mettre allongé sur le ventre et de se redresser en appui sur les coudes. Ceci va creuser le rachis lombaire et va participer à la prévention de certaines anomalies de courbure. Il faut arrêter le tabac, figurez-vous. Là aussi, il a été montré que le tabac était un marqueur de mauvais pronostic au cours de la spondylarthrite. Il faut parler avec son médecin des antalgiques, de ce qui marche pas, se faire guider sur la kinésithérapie. Il faut bouger.
Il faut absolument bouger et pour ça, il faut donc que la douleur inflammatoire soit protégée. On a là le traitement de la majorité des spondylarthrites. Malheureusement, ça ne suffit pas dans un certain nombre de cas, et c'est la raison pour laquelle on va ensuite développer d'autres types de traitements. La Société française de rhumatologie vient de refaire des recommandations 2022 sur la prise en charge de la spondylarthrite. Je vous invite à les lire, bien entendu. Vous voyez qu'on distingue deux situations. La forme axiale, c'est-à-dire les douleurs inflammatoires de la colonne vertébrale. Et là, les biomédicaments vont avoir une bonne efficacité, anti-TNF, anti-IL-17. Et puis les formes périphériques, par exemple, gros genoux, grosse cheville, par exemple au cours du rhumatisme psoriasique. Là, il y a une place pour le méthotrexate, à nouveau, qui n'a pas sa place dans la forme axiale, inefficace. En revanche, dans la forme périphérique, il faut commencer par le méthotrexate, et je peux faire le même raisonnement que ce que j'ai fait tout à l'heure, la bonne dose, bien suivie, etc. Puis on va passer aux biomédicaments. Donc, pour résumer, vous avez compris qu'il faut bien sûr un diagnostic. Donc là, le rôle du rhumatologue est tout à fait essentiel pour poser un diagnostic approprié, ni en excès, ni par défaut. Ce serait vraiment une catastrophe de passer à côté d'un rhumatisme inflammatoire débutant et de laisser l'évolution structurale et les dégâts structuraux apparaître, alors que nous avons maintenant des thérapeutiques efficaces. Et puis, il faut ensuite donner le bon traitement approprié sur une analyse très holistique, très complète de l'ensemble du problème, le rhumatisme inflammatoire, mais surtout le malade qui souffre de cette maladie, quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses souhaits, quelles sont ses attentes, quelle est son histoire médicale. Donc, en conclusion, nous avons des recommandations aujourd'hui. La Société française de rhumatologie, en collaboration avec les associations de patients, émet des recommandations qui sont en ligne, et vraiment, je vous en recommande la lecture, car elles apportent un éclairage, et ça peut être aussi un élément de partage avec votre rhumatologue, en disant expliquez-moi, je ne comprends pas pourquoi, etc. C'est vraiment très bien, et j'insiste sur cette notion de décision partagée. Vous avez vu que nous avons affaire, vous le savez bien, à des maladies qui certes ne mettent pas en jeu le pronostic vital, mais qui peuvent altérer le pronostic fonctionnel. Quand on a une hanche détruite, une main détruite, on a bien entendu une capacité physique qui est détruite. Donc il faut comprendre ce que l'on fait, il faut partager la décision, il faut l'argumenter. Si vous ne comprenez pas, eh bien nous sommes là pour répondre à vos questions, bien entendu. À l'inverse, il faut nous écouter. Et lorsque la décision est bien claire, lorsqu'elle est partagée, elle doit être suivie en évitant d'écouter un certain nombre de rumeurs qui circulent un peu partout et qui sont extraordinairement néfastes à la prise en charge des patients. J'ai énuméré un certain nombre d'acteurs, j'insiste sur les facteurs d'environnement. Alors bien sûr, quand on souffre beaucoup, ça peut paraître bizarre d'entendre quelqu'un vous dire « commencez par arrêter le tabac ». J'ai bien compris ça. Bien sûr qu'on va s'occuper de vos douleurs et de l'inflammation. Il n'empêche que ces facteurs d'environnement, à la deuxième ou à la troisième consultation, doivent être abordés, doivent être traités. On doit vous aider pour prendre ça en charge. Les différents traitements, vous avez vu, il y en a beaucoup, hors de question ici de dire tel par rapport à tel autre, etc. C'est pas le problème. C'est en fonction du patient. Et puis, je vous annonce que si je devais revenir dans l'année prochaine ou dans quelques années refaire cet exposé, je devrais refaire mes diapositives, car un grand nombre de molécules sont en cours de développement. Il y a encore d'autres maladies, d'autres voies thérapeutiques qui sont testées. C'est indispensable puisque malheureusement, si l'immense majorité des patientes et des patients sont soulagés par les traitements dont j'ai parlé ce soir, un certain nombre continuent à résister à ces traitements. Donc, nous avons besoin de nouvelles thérapies innovantes. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, en résumé. Merci beaucoup, professeur Roux, pour cet exposé particulièrement complet, didactique, qui nous permet à tous de comprendre la complexité des rhumatismes inflammatoires chroniques et des cibles sur lesquelles les traitements peuvent agir. Et en même temps, il y a dans votre conclusion cette note d'espoir sur toute la capacité de la recherche à fournir de nouveaux traitements et de répondre, comme vous le disiez initialement, à chaque personne, à chaque individu, puisque vraiment chaque traitement sera adapté à chacun. Voilà, donc merci beaucoup. Nous avons de nombreuses questions des participants à la conférence. Je vous propose maintenant d'y répondre.
Alors, première question, pourquoi les anti-inflammatoires ne suffisent-ils pas à traiter la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire, alors qu'ils peuvent suffire dans la spondyloarthrite axiale? Alors, c'est une constatation clinique, effectivement. Les anti-inflammatoires sont peu efficaces dans la polyarthrite, alors qu'ils sont parfois spectaculaires dans la spondyloarthrite. Il est probable que le principal mécanisme, c'est la quantité d'inflammation. C'est-à-dire que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie systémique inflammatoire, et donc on a besoin d'une puissance anti-inflammatoire plus importante qu'au cours de la spondylarthrite, qui, même si elle concerne l'ensemble de la colonne vertébrale, reste néanmoins une maladie localisée à un organe dans la plupart des cas. Donc c'est probablement ça qui explique cette différence d'efficacité, qui distingue vraiment ces deux catégories de maladies. Merci. Alors là, c'est une question d'une patiente. Je suis traitée par méthotrexate, plaquenil et salazopyrine. Donc cette patiente a 3 traitements de fond synthétiques en même temps. Pendant combien de temps peut-on prendre cette combinaison de traitements? Y a-t-il plus de risques d'effets indésirables à prendre ces 3 molécules en même temps? Et ne vaudrait-il pas mieux passer à une biothérapie? C'est une très très bonne question parce que cette stratégie thérapeutique d'associer des traitements chimiques est une attitude que nous avons utilisée pendant très longtemps. C'est-à-dire que nous avons pendant très longtemps donné du méthotrexate et puis lorsque ça marchait pas, on ajoutait par exemple effectivement de la salazopyrine, du plaquenil ou même du léflunomide, etc. Donc une association de traitements chimiques ayant pour objectif d'agir sur plusieurs cibles. Donc, pour répondre à cette question, il y a deux situations. Si ce traitement marche, honnêtement, il faut continuer. Il faut avoir les mêmes exigences que d'habitude, c'est-à-dire pas de synovite, pas de douleur, pas de CRP. Si ce traitement est efficace, il n'expose pas à plus d'effets secondaires que d'autres et par conséquent, il doit être continué. En revanche, si ce traitement ne permet pas d'obtenir la rémission totale qui doit être aujourd'hui l'objectif thérapeutique, il faut changer par une biothérapie. Merci. Est-ce que les rhumatologues disposent d'un examen qui permet de déterminer quel traitement marchera le mieux pour une personne? Ça, c'est la question à $1 million. Si vous avez la réponse à cette question, vous avez le prix Nobel. Parce qu'effectivement, tout le monde cherche le Graal qui est la prédiction de la réponse au traitement. Ça, c'est extraordinairement difficile. Alors, on a quelques pistes, naturellement. Si vous avez chez un patient un taux de CRP très élevé, avec des anticorps un peu plus faibles, vous savez que c'est plutôt le lymphocyte T, donc vous allez plutôt cibler cette molécule. Si à l'inverse, vous avez peu d'inflammation, mais beaucoup de gamma-globulines, beaucoup d'anticorps, éventuellement des manifestations pulmonaires ou autres, vous allez plutôt cibler le lymphocyte B. Bon. Mais nous sommes encore très très loin de ce qu'évoque cette question qui est très très importante, c'est-à-dire une espèce de kit qui permettrait d'associer à la fois de la génomique, de la biochimie, des données cliniques, etc., et qui nous permettrait de prédire. Beaucoup de travaux sont en cours. Nous travaillons, certains de mes collègues travaillent avec des ingénieurs très très brillants qui font des algorithmes mathématiques incompréhensibles, mais qui ont pour objectif justement de faire cette prédiction, et on a besoin de travailler avec eux de manière à ce que, avec notre bon sens clinique et notre exigence thérapeutique, et avec leurs connaissances mathématiques et informatiques, on puisse rentrer les bons paramètres pour obtenir la bonne prédiction. Donc aujourd'hui, malheureusement, la réponse est non à cette question. Je suis sûr qu'elle sera oui dans peu de temps. D'accord, c'est encourageant. Alors, traité par méthotrexate pour ma polyarthrite rhumatoïde, puis-je prendre des compléments alimentaires pour booster mon immunité à l'approche de l'hiver? La réponse rapide est non, bien sûr que non. La réponse un peu plus complexe, c'est que je connais pas beaucoup d'éléments qui sont capables de booster le système immunitaire, malgré les publicités dont on entend parler partout. Il n'y a quand même pas grand-chose qui sert à quoi que ce soit là-dedans. Par ailleurs, les compléments alimentaires sont des substances dont le contrôle n'est pas toujours parfait, dont on ne connaît pas toujours parfaitement la composition, qui est finalement déclarative et non contrôlée. Enfin, ils coûtent très cher. Donc, mon conseil, c'est, sauf cas particulier, il faut en parler avec votre médecin, bien entendu, mais il n'y a pas de place pour les compléments alimentaires dans la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques, sauf cas exceptionnels. D'accord. Lorsque la polyarthrite rhumatoïde est contrôlée par le méthotrexate,
À partir de quand peut-on diminuer les doses et est-ce qu'à terme, on pourra l'arrêter? Oui, alors globalement oui, mais ça dépend vraiment de la situation individuelle. Si la maladie a été très sévère au début, on a vraiment tendance à poursuivre le traitement de façon prolongée. On peut l'adapter, bien entendu, on peut diminuer un tout petit peu en dessous de 0,3 mg par kilo, mais globalement, c'est un traitement qui est bien toléré et s'il est bien toléré et efficace, il ne faut rien changer. Quant à l'arrêter, alors ça aussi c'est un débat individu par individu. Je me rappelle d'une patiente qui m'avait beaucoup marqué en disant « Depuis que vous me traitez, vous avez mis un couvercle sur ma maladie ». Donc elle décrivait très bien qu'elle avait l'impression du couvercle qui permettait de contrôler le problème, mais qui n'empêchait pas la marmite de bouillir en dessous. Bon. Donc je pense que quand un traitement marche et qu'il est bien toléré, on va le poursuivre pendant plusieurs années. Je suis sûr que la personne qui a posé cette question est déçue par ma réponse. Je ne peux pas donner de délai. Ce sont des traitements qui sont très prolongés, car si une rechute se produit à l'arrêt, un certain nombre de patients sont difficiles à rattraper, pardon pour l'expression, mais la maladie parfois flambe à un niveau bien supérieur à ce qu'elle était initialement. Donc, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il vaut mieux considérer que ces traitements par méthotrexate doivent être pris le plus tôt possible dans la maladie et pour une durée prolongée, à revoir ensuite avec son médecin. Mais j'ai pas beaucoup d'exemples en tête de patients qui ne gardent pas au minimum des petites doses de méthotrexate au long terme. D'accord. Ensuite, on va parler de la PPR, la pseudopolyarthrite rhizomélique. Une question donc, je souffre d'une PPR traitée par Cortencil exclusivement avec diminution du dosage tous les mois, donc sans traitement de fond synthétique. Est-ce normal? Alors, je ne peux pas répondre sur ce cas, bien entendu, mais le principe du traitement de la pseudopolyarthrite rhizomélique, c'est, d'avoir un effet très rapide de dose de cortisone modérée, qui permet très rapidement de résoudre les symptômes, de faire diminuer l'inflammation, etc., etc. Et il y a introduction du méthotrexate qui est systématique dans certaines équipes, c'est le cas dans mon service, par exemple, où l'introduction du méthotrexate est systématique dès le début, parce que nous souhaitons faire ce qu'on appelle une épargne cortisonique. Nous avons l'impression, j'insiste sur le fait que les études ne sont pas tout à fait claires, c'est une habitude de prescription, nous avons l'impression qu'on peut diminuer plus vite et plus tôt la corticothérapie grâce à l'introduction du méthotrexate. D'autres collègues attendent de voir s'il apparaît une cortico-résistance, c'est-à-dire vous êtes parfait à 15, à 10, et puis tout d'un coup, quand vous êtes à 8, tout repart. À ce moment-là, de manière secondaire, en quelque sorte, ils introduisent le méthotrexate lors de cette cortico-résistance. Et puis j'insiste sur le fait que d'autres traitements sont possibles, en dehors du méthotrexate. Les anti-IL-6, par exemple, sont des traitements extrêmement intéressants dans cette maladie, en particulier lorsque l'on a affaire à des patients, par exemple, diabétiques, pour qui l'introduction d'une corticothérapie à forte dose et de manière prolongée peut avoir d'autres problèmes. Et donc là, on essaye de taper très vite sur le système immunitaire de façon à pouvoir arrêter au plus vite la corticothérapie. Mais vous avez raison, dans la PPR, il n'y a pas de risque, dans la pseudo-polyarthrite rhizomélique, n'est-ce pas? Il n'y a pas de risque de destruction articulaire. Par conséquent, il faut qu'on soit économe dans nos traitements. D'accord. Alors, a-t-on du recul sur l'efficacité des anti-JAK pour la polyarthrite rhumatoïde? Cette personne dit « J'ai eu précédemment du méthotrexate, mais je constate que l'engourdissement et la déformation des doigts ne cessent de s'aggraver. » Oui, nous avons aujourd'hui beaucoup de recul. Nous connaissons parfaitement ces molécules, vous avez vu qu'il y en a plusieurs, Nous connaissons parfaitement ces médicaments, nous en connaissons l'efficacité, le délai d'efficacité qui est rapide, on sait aussi quel type d'effet indésirable on doit attendre, donc en fonction du profil du patient, pardon pour cette expression, en tout cas de l'histoire médicale du patient, on va pouvoir utiliser ces molécules avec une grande efficacité. Ils sont très efficaces, ils ont été essayés en première intention, en deuxième intention, avec la même efficacité. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être prescrit. Après, j'ignore bien sûr pourquoi ce n'est pas le cas ici, mais dans une situation de méthotrexate donné à la bonne dose pendant plus de 3 mois et avec aggravation des lésions structurales, je ne sais pas si c'est le cas pour ce patient, mais s'il y a aggravation des lésions structurales et persistance de gonflement articulaire, il faut une deuxième ligne, un JAK inhibiteur, une biothérapie, peu importe, mais en tout cas, il faut une deuxième ligne, bien entendu.
Existe-t-il vraiment des traitements pour tous les malades? J'en suis déjà à mon 5e traitement et aucun ne me convient. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est bien le rhumatisme inflammatoire? Donc, quand il y a un échec à plusieurs traitements, qui sont des traitements efficaces, il faut quand même se reposer à nouveau la question du diagnostic initial. Et nous avons tous vu des patients dont soit le diagnostic initial, soit l'évolution était liée à autre chose qu'au rhumatisme inflammatoire. Je vais vous donner un exemple un peu brutal, mais une spondylarthrite axiale, c'est-à-dire un homme, typiquement, un homme jeune, ayant une lombalgie inflammatoire, qui le réveille à 4 heures du matin, qui l'empêche de se rendormir, qui fait qu'il ne peut pas redresser son dos jusqu'à 10 heures du matin, etc., qui ne répond pas aux anti-TNF, je ne suis pas sûr que ce soit une spondylarthrite. Donc il y a vraiment là à réfléchir sur le diagnostic initial. Mais le deuxième élément que je voudrais dire, et c'était la conclusion de mon exposé, c'est que malheureusement, il arrive en effet que certains patients résistent à plusieurs cibles thérapeutiques. Et donc là, nous avons aujourd'hui deux options. La première qui est l'association éventuelle de plusieurs cibles. Alors c'est pas quelque chose qu'il est facile, qu'on peut conseiller et qui nécessite l'avis de plusieurs spécialistes, très certainement une hospitalisation pour bien réfléchir aux examens nécessaires, aux risques que l'on prend. Et là aussi, il y a une décision partagée à prendre avec le patient. Est-ce que vraiment vous êtes gêné au point d'être exposé à? Donc ça, c'est une première piste. Puis la deuxième piste, c'est la recherche. Tout à l'heure, on a discuté, peut-on prédire l'effet des traitements? Typiquement, si l'on pouvait faire une prédiction des échecs ainsi, ça éviterait beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue. Eh bien, justement, dernière question sur la fatigue. Ce sera la dernière question pour ce soir. Est-ce que c'est la maladie qui fatigue ou bien est-ce que ce sont les traitements? Je vous remercie pour cette dernière question, c'est la plus simple. La réponse est extrêmement simple, c'est la maladie. L'inflammation chronique est une cause de fatigue chronique. Et tous les patients traités de manière efficace décrivent tous l'amélioration de leur état de fatigue. Et ce n'est pas quelque chose que l'on dit en consultation. J'avoue que lorsque on prescrit quelque chose, on va parler de la douleur, on va parler des gonflements, on va parler, voilà. On aborde rarement ce point de la fatigue, mais pourtant tous les patients nous disent la même chose, ils sont transformés. Donc c'est vraiment l'inflammation chronique qui est responsable de la fatigue. Bien, écoutez, professeur Roux, merci beaucoup pour cette conférence et ces questions-réponses très instructives. Nous avons des réponses des participants, beaucoup de remerciements pour vos explications très claires. Une personne a mis, si tous les rhumatologues pouvaient nous prendre autant au sérieux que le professeur Roux. Merci. Je suis sûr qu'ils le font. Merci infiniment pour cet exposé me permettant de mieux comprendre ma maladie. Merci pour les explications sur la parodontite. Aucun médecin ne m'en avait parlé. Merci pour cette très bonne conférence. Donc voilà, encore merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Voilà, nous nous retrouvons demain à 18h30 pour une deuxième conférence qui aura pour thème « La douleur est-elle une fatalité ?» avec le professeur Bruno Fautrel, rhumatologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Sur le site Imagina du salon, vous pouvez accéder à de nombreux espaces thématiques. Vous pouvez aussi prendre des rendez-vous pour des tête-à-tête avec des acteurs de notre association, notre assistant social, notre psychologue, des patients experts, des représentants de nos régions. Et puis voilà, vous pourrez échanger avec eux, leur poser vos questions, partager votre expérience de la vie avec la maladie. Il reste des créneaux disponibles. Vous pouvez vous inscrire via la plateforme du salon dont vous avez les coordonnées par mail. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Merci encore, monsieur le professeur Roux, et je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.